Alex a hâte de voir son groupe préféré sur scène. Il y a pensé toute la semaine. Il a acheté son billet, il a mis son chandail du groupe, il s'est rendu à la salle de spectacle. Il n'a pas pu rentrer dans la salle de spectacle. Il a rangé son chandail du groupe, il a acheté son billet et il y a pensé toute la semaine. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec. Chez Amazon, c'est toujours le meilleur moment pour économiser. Comme quand on se réveille avec une tasse de café. Ah, c'est un bon prix. Comme quand on joue à cache-cache pour la 7e fois de la journée. C'est un bon prix. Tout en se faisant épiler à la cire. Ah, c'est un bon prix. Gagner du temps et de l'argent en faisant des achats pratiques à bas prix chez Amazon. Amazon, dépensez moins, souriez plus. Cube Radio. Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Mathieu Bock-Côté et Richard Martineau. La rencontre Bock-Côté-Martineau. Alors Mathieu qui a cassé la glace et qui a animé de façon brillante sa première émission hebdomadaire à CNews. Il faut en parler samedi soir. Écoute, bravo Mathieu, j'ai regardé ça avec Sophie. 2 discussions passionnantes, une sur la liberté d'opinion sur les réseaux sociaux avec Raphaël Enthoven, c'était génial, et une autre discussion très intéressante sur un sujet ô combien délicat, l'immigration. Bravo, t'es content? Non, bien évidemment, oui, je t'avouerai que je l'avais pas caché, j'avais une part de trac avant tout ça, mais j'en suis ressorti enthousiaste, pour le dire d'un euphémisme. J'étais très heureux. Enthoven a été excellent. C'est le plaisir quand même d'avoir une discussion. Je crois pas être d'accord avec lui sur tout. Nous partageons quelques diagnostics. Je suis pas certain, cela dit, qu'on voit le monde à partir de la même lunette, mais c'est un esprit supérieurement intelligent. C'est aussi un homme qui a l'art du débat, qui sait conjuguer des réflexions sur l'actuel ou l'actualité avec des réflexions philosophiques. Donc non, c'est un bonheur de l'avoir. Puis ensuite, j'ai fait mes 2 éditoriaux avec Guillaume Bigot qui chroniquait à mes côtés. Donc d'abord le premier, effectivement, sur la grande mutation démographique dont on parle en France, pour reprendre le titre d'une étude de France Stratégie. Et ensuite, sur l'échec, en fait, de la croisade démocratique américaine en Afghanistan. Donc, c'était 1 heure d'émission comme ça. Et apparemment, le tout s'est bien passé. Les échos que j'en ai sont favorables. Pour le reste, il ne faut jamais se féliciter soi-même. C'était passionnant. C'était super bon. Et c'était de très, très haut niveau comme conversation. Et je t'avoue que j'étais un petit peu déprimé en regardant ça, en disant, mon Dieu, à la télé québécoise, c'est où on nous offre des conversations de ce niveau-là, de très haut niveau, et qui prend pas les téléspectateurs pour des imbéciles en disant, regardez, il va y avoir des références, on parle de philosophie, vous allez suivre, vous êtes intelligents, vous n'êtes pas des caves. Et je me disais, bon Dieu, elles sont où ces émissions-là ici? Pourquoi on n'est pas capable d'avoir des émissions du genre ici? Ben moi, je crois que les Québécois et le public en général est moins tâche qu'on l'imagine. Je pense qu'il y a une demande. Je dis pas que c'est tout le monde. Hein, je dirais, il y a un public pour des quiz, c'est très bien, puis il n'y a pas de souci avec ça. Mais je pense qu'il y a un public qui est à la recherche à la télévision et à la radio d'une part d'un concept d'exigence culturelle. Et le problème, quelquefois, ou d'exigence intellectuelle. Le problème, c'est que trop souvent, les émissions avec une dimension intellectuelle sont confisquées par ce qu'on pourrait appeler l'idéologie obligatoire et dominante. Donc, différentes nuances d'une même mouvance idéologique discutent ensemble avec quelquefois un sabir, un vocabulaire très crypté, très codé, qui est celui de l'université, qui est un vocabulaire, puis pas de l'université en soi, l'université version sciences sociales d'aujourd'hui. Donc, c'est une conversation pour les happy few, pour les quelques-uns qui comprennent les codes de l'idéologie dominante. Et moi, je suis persuadé, puis ça, c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles j'aime autant la France, c'est qu'elle place la vie intellectuelle au cœur de l'espace public. Elle ne la cantonne pas dans l'université. Il est donc possible, puis pour un intellectuel, d'aller au cœur de la cité et de faire le pari qu'on va trouver un public significatif pour s'intéresser, pour chercher à comprendre ce qui nous arrive. Donc, les questions de fond peuvent être débattues en profondeur dans l'espace public. Et c'est probablement plus exigeant, effectivement, que d'autres émissions, mais je suis persuadé que le commun des mortels est capable de s'y reconnaître. Permets-moi, alors je vais y aller de mon anecdote. Chacun a des anecdotes comme ça, mais je déjeunais, comme on dit à Paris, hein, je dînais ce midi dans un restaurant. Et le serveur, très aimable, dit, Monsieur Bock-Côté, je vous ai écouté samedi soir. C'était tout à fait passionnant. Bravo, c'était un grand plaisir. Alors, je précise que j'étais pas dans un restaurant universitaire avec un cher collègue. Et ça, des rencontres comme ça. Donc, je crois qu'on est dans un pays qui a placé
l'exigence de comprendre le monde, l'art de la conversation, l'art du débat au cœur de la culture. Je pense que les Québécois sont tout à fait capables de faire cela, mais encore faut-il faire ce pari. Mais non, mais c'est à nos télés d'État, nos télés publiques plutôt, Télé-Québec et Radio-Canada de remettre ça à l'antenne. C'est pas aux télévisions privées de faire ça, là. C'est à la télé d'État, mais ils ont abdiqué, ils ont abandonné. Ah, mais je suis d'accord, mais en fait, c'est le drame des francs-tireurs. Si tu me permets de ramener ça vers toi un instant. C'est-à-dire, aux francs-tireurs, plus la formule évoluait, parce que j'ai suivi cette émission pendant des années, et tu remarqueras, à la fin, tu proposais de plus en plus souvent de longues interviews, oui. Une demi-heure, je me rappelle, avec Facal, avec d'autres. Donc, pas une interview en 5-6 minutes, une demi-heure, réfléchie, posée. Et c'était des émissions qui tranchaient avec l'esprit public dominant. Et à la télévision, on s'entend pas à Radio Ville-Marie. Alors j'aime Radio Ville-Marie, j'y ai animé pendant des années. Mais c'est une radio sur un créneau particulier. Là, à la télévision d'État, au cœur de l'espace public, tu proposes ça. D'une certaine manière, ce qu'il faudrait, c'est que soit, si je peux me permettre, on ramène des francs-tireurs, où on te permette, et toi, d'autres, ceux qui portent cet idéal, qui portent ce projet, de le poursuivre au cœur de l'espace public. Puis je le dis avec des gens qui sont dans de nos collègues, là, je pourrais nommer des gens ailleurs, mais même dans nos milieux, un Jean-François Lisée, une Emmanuelle Latraverse, un Richard Martineau, un Joseph Facal, serait parfaitement capable d'une Sophie Durocher, et puis on peut multiplier les exemples, serait parfaitement capable d'animer dans l'espace public des émissions qui ne sont pas des émissions d'intello pour intello, mais des émissions où la vie intellectuelle fait le pari de rencontrer le commun des mortels qui s'intéresse à la vie de la cité. Je pense qu'il y a une demande pour ça, je pense qu'il y a un désir pour ça. Ensuite, c'est une question de circonstance. Moi, je ne blâme pas les Québécois. On a un peuple qui sort, à l'échelle de l'histoire, on sort à peine d'une situation intenable. Mais je crois qu'on porte en nous cette aspiration à l'espace public. Écoute, d'ici là, on va regarder Mathieu Bock-Côté à CNews. Et d'ailleurs, tu as parlé 2 fois du Québec à 2 reprises, puis je te remercie beaucoup. C'était intéressant de voir un animateur dans une télévision française parler de chez nous, de notre coin de pays. Ah donc, oui, mais permets-moi de le dire. Hein, ça, pour moi, et ça, c'est important de le dire. Je pense que c'est même essentiel. Le Québec, pour moi, ce n'est pas une province à la périphérie de l'histoire. Donc, ça, c'est mon Occident à moi. C'est-à-dire que le monde, je participe au monde à partir de ma condition québécoise. La condition québécoise, pour moi, ce n'est pas quelque chose dont je dois me délivrer ou dans lequel je dois m'enfermer. C'est mon point d'ancrage et d'élan vers le monde. Donc, quand je regarde ce qui se passe dans le monde, je le regarde à travers notre situation et je pense que ce qui se passe chez nous est tout aussi important que ce qui se passe ailleurs. Et je pense que quand les gens de CNews m'ont approché, ils n'avaient pas l'impression que soudainement je me déquébéciserais en arrivant à Paris. Ils le savent très bien que cette dimension québécoise-là et que je ne vais pas la renier. Ensuite, je ne vais pas leur proposer un débat sur la loi 21. Évidemment, ça va de soi. Oui. On est en France. Mais notre réflexion, nous, qu'on vit comme peuple, comme le destin de la langue française, les petites nations devant l'Empire américain, l'art de résister au multiculturalisme, le Québec est au cœur des grands débats de notre époque. Je pense que la condition québécoise permet d'éclairer certains angles morts de la réflexion ailleurs dans le monde occidental. Donc évidemment, je vais mentionner le Québec, pas simplement par patriotisme cocorico, non, simplement parce que notre Québec a des choses à dire sur le monde et je me permets d'en témoigner. Écoute, rapidement, les sondages donnent les conservateurs gagnants, on verra, là, c'est pas terminé, mais tout à coup, là, et si effectivement Trudeau part, est-ce qu'on va avoir fini du trudeauisme et le trudeauisme va persister, selon toi? Non, ta chronique était excellente aujourd'hui et ça faisait justement écho à ça, c'est-à-dire que le trudeauisme au Canada, ce n'est pas la doctrine d'un homme, c'est une idéologie d'État encastrée dans la Constitution de 1982. Alors, je ne prête pas à Justin Trudeau la capacité conceptuelle d'élaborer une doctrine, mais son père, lui, l'avait. Et son père nous a flanqué de trudeauisme dans la Constitution canadienne, ce mélange de droit de l'hommisme, de multiculturalisme, d'hostilité viscérale à la nation québécoise. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que cette idéologie-là domine la vie politique canadienne. J'écoutais j'ai regardé des entretiens de la télévision d'État avec les 5 chefs de parti, donc Renaud O'Toole, François Blanchet, les autres, Trudeau. Et ce qui est fascinant, c'est que les questions, ce sont de bons journalistes. Là. Patrice Roy est un excellent journaliste, on pourrait donner d'autres exemples, mais leurs questions étaient idéologiquement connotées par la forme de l'idéologie canadienne dominante. Et donc, mon hypothèse là-dessus, c'est que même quand les trudeauistes sont battus aux élections, ils contrôlent encore le pouvoir, soit par le discours public, soit par l'université, soit par la fonction publique, soit par les tribunaux. Donc, quand les conservateurs prennent le pouvoir, ils ne sont qu'un contre-pouvoir qui se nomme gouvernement et parlement.
Et moi, donc ça, là-dessus, il faut les conservateurs, on le voyait, le malaise de Renault Toole quand il était interviewé, puis sur le fond des choses, il est obligé de donner des gages sans arrêt. Le pari qu'on peut faire, cela dit, c'est que s'il y a un gouvernement conservateur minoritaire qui s'appuie sur le bloc, eh bien là, ça crée les conditions, non pas pour renverser le trudeauisme, mais au moins le ralentir et le neutraliser partiellement dans ses effets sur le Québec. À tout le moins, c'est ce qu'on peut essayer. Mais le mal est fait. Le mal est fait. En 6 ans, il a fait un tort considérable. Et maintenant, le récit national qu'il a construit, Justin Trudeau, là, en disant que le Canada, maintenant, est comme un genre de dortoir où, c'est rempli de petites communautés, et dont les Québécois, les Canadiens français. Ce récit-là est devenu le récit national. C'est ça que les woke maintenant répètent. C'est non seulement le récit dominant, mais c'est encastré dans la Constitution. C'est ça l'idéologie dominante. Donc, qu'est-ce que c'est Justin Trudeau? C'est l'expression enthousiaste et lyrique de l'idéologie dominante au Canada. Mais Justin Trudeau serait-il battu que le trudeauisme dominerait encore le Canada? De ce point de vue, tu connais ma solution qui n'est pas originale, mais qui est fondamentale. Si on veut se délivrer du trudeauisme, il faut sortir de ce pays. Oui, parce que je pense que le trudeauisme est vraiment imbibé le Canada. Oui. Et même si les conservateurs arrivent, ils pourront pas revenir en arrière puis imposer cette vision du Canada comme un pays bicéphale avec les francophones et les anglophones deux peuples fondateurs. Il est trop tard. T'as absolument raison. D'abord, pour des raisons idéologiques, juridiques, constitutionnelles, démographiques. Stephen Harper était idéologiquement anti-trudeauiste. C'est un homme très intelligent, contrairement à ce que disaient ses détracteurs. On pouvait ne pas l'aimer, mais c'est un homme très intelligent. Stephen Harper est arrivé à Ottawa avec l'idée qu'il allait démonter le trudeauisme, qu'il allait en finir avec lui. Il en est sorti en disant qu'il allait atténuer ses effets, le modérer, chercher à le contenir, mais son discours a dû s'adapter à la puissance des institutions au Canada. Ça nous ramène une vérité vieille depuis Aristote. Le régime est plus fort que les partis qui l'occupent. Le régime canadien est trudeauiste. Le trudeauisme au Canada, c'est pas l'idéologie d'un parti, c'est l'idéologie de l'État. Donc, quel que soit le parti, même le plus résolu, il va devoir faire du trudeauisme malgré tout, néanmoins. Et ça, il faut s'y attendre dans les prochains temps. Et on espère que les Québécois, un jour, en tireront les conclusions qui s'imposent. En terminant très rapidement, une fois que tu as fini ton show là-bas, en direct, qu'est-ce que tu fais? Es-tu sorti? Es-tu allé au resto avec la gang? J'ai été fêté avec des amis parce que il fallait célébrer ça, tout en sachant que je devais me lever à 6 heures le lendemain matin pour mon autre émission, la grande entrevue qu'on mène, Sonia Mabrouk, moi et Nicolas Barré, à Europe 1. C'était notre première. C'était notre invité, c'était Valérie Pécresse, qui est candidate à la présidence de la République. Donc, j'ai fêté, tout en sachant que je devais me lever tôt le lendemain, mais je m'en serais voulu de ne pas fêter. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Merci. Bye bye. Salut. Parce qu'en assurance, ce qui compte le plus, c'est d'être là quand ça compte pour vous. Promutuelle Assurance est heureux d'être là partout avec les auditeurs de cette émission. Fier de protéger les biens des Québécois depuis près de 170 ans aux 4 coins du Québec. Promutuelle Assurance est là. Bon balado. Recevez jusqu'à 6 900 $ pour une participation à une étude. Alta Science recrute actuellement des gens en bonne santé, âgés entre 18 et 65 ans, qui ne prennent aucun médicament sur une base régulière. Participez à une étude clinique à Montréal et vous pourriez recevoir jusqu'à 6 900 $ pour votre participation. Inscrivez-vous en ligne au goalta.ca ou par téléphone au 514-373-2003. 514-373-2003. Le meilleur de ce que nous sommes. Ouvert sur le monde. Tourné vers l'avenir. Fans de notre club, défenseurs de notre langue. Des femmes et des hommes qui vivent dans le respect, qui savent aimer et accueillir. Des gens fiers qui se définissent par leurs valeurs. Le meilleur de ce que nous sommes, simplement parce que nous sommes conservateurs. Le Parti conservateur du Canada. Agir pour le Québec. Approuvé et payé par l'agent principal du Parti conservateur du Canada. Chez Amazon, c'est toujours le meilleur moment pour économiser. Comme quand on se réveille avec une tasse de café. Ah, c'est un bon prix. Comme quand on joue à cache-cache pour la 7e fois de la journée. C'est un bon prix. Tout en se faisant épiler à la cire. Ah, c'est un bon prix. Gagner du temps et de l'argent en faisant des achats pratiques à bas prix chez Amazon. Amazon, dépensez moins, souriez plus. Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Mathieu Bock-Côté et Richard Martineau. La rencontre Bock-Côté-Martineau. Alors Mathieu, les politiciens, bien sûr, en campagne électorale, les chefs de parti sont amenés à discuter de plusieurs sujets, mais le sujet le plus délicat, celui qui est le plus dur à aborder parce que c'est un terrain miné, c'est bien celui de l'immigration.
Oui, et miné par qui? Miné d'abord et avant tout par tous ceux qui cherchent à le miner, à le transformant en enjeu d'extrême droite, en enjeu dangereux, en enjeu glissant, en enjeu nauséabond, en enjeu sulfureux. Or, on a vu Yves-François Blanchet, qui n'est pas un homme sans mérite, pourtant, lorsque interviewé par les trois intervieweurs de Radio-Canada, où il a posé la question sur l'immigration, les seuils, et là, finalement, il s'est dégonflé de triste manière, en expliquant que pour lui, la question des seuils, des nombres d'immigrants ne l'a jamais dérangé. C'est pas ça l'enjeu pour lui. L'enjeu, c'est l'intégration et la francisation. Donc, la question des seuils ne semble pas une question fondamentale pour lui. Il semble oublier une chose qui est assez essentielle, c'est que notre capacité d'intégration dépend justement des seuils d'immigration que nous avons, dépend justement du nombre d'immigrants que nous recevons. Plus nous recevons d'immigration, plus il y a un effet de masse qui se crée, moins nous recevons des individus qui peuvent s'intégrer à la majorité, plus nous recevons des communautés qui peinent à s'intégrer puis qui s'intègrent aux communautés déjà présentes. Donc, soutenir de manière un peu hasardeuse que la question des seuils, la question du nombre n'est pas la question centrale, c'est une manière de détourner le débat, c'est une manière de donner un gage au politiquement correct, et je ne peux m'empêcher de me dire qu'une des explications de la crise historique du souverainisme, de l'indépendantisme québécois et même du nationalisme, c'est cette incapacité à nommer le réel, à faire semblant qu'on peut ne pas parler de ça, à toujours détourner la question, à tourner autour, à ne pas l'aborder de front. Résultat des courses, on a vu à Radio-Canada Yves-François Blanchet fuir une question qui, s'il l'embrassait, pourrait paradoxalement placer le nationalisme québécois vraiment au cœur du jeu politique. Mais lorsqu'on parle d'immigration, il y a toujours des gens qui veulent nous amener là, sur un terrain. Ah, vous êtes contre les immigrants, vous êtes contre les étrangers, vous avez peur que les étrangers prennent notre place, le grand remplacement, Renaud Camus, etc. Donc, c'est peut-être dire, j'ai pas le goût d'aller là, vraiment, puis de me faire instrumentaliser, donc j'en parle pas. Oui, mais là, c'est une question centrale. C'est-à-dire, on voit en ce moment, là, le facteur premier de l'anglicisation de Montréal, de Laval, c'est une immigration qui s'anglicise. C'est factuel. L'expulsion progressive des partis politiques nationalistes de Montréal, de Laval, c'est pas sans lien que la mutation démographique que nous connaissons. Donc, si les souverainistes, pour sauver même pas leur crédibilité, mais leur respectabilité progressiste dans les milieux qu'autrefois ils croyaient dominer, les médias, l'université, les milieux culturels, s'ils croient devoir donner des gages sans arrêt, mais c'est donner des gages jusqu'à l'extinction électorale et politique. Parce que dans les faits, et au-delà des instrumentalisations dont on parle d'un côté ou de l'autre, il y a une réalité qui s'appelle une mutation démographique. Il y a une autre réalité qui s'appelle l'incapacité d'intégrer des Québécois francophones, pas parce qu'on est méchant, pas parce qu'on tend pas assez la main, pas parce qu'on n'est pas généreux, parce qu'on n'a pas un rapport de force à notre avantage dans ce pays. Les immigrants qui arrivent s'intègrent d'abord au Canada, ils s'intègrent à la majorité continentale. Par une espèce de piège idéologique que nous connaissons, ils continuent de se présenter comme des minorités au Québec, alors que dès qu'ils s'anglicisent, ils participent à la majorité continentale, à la majorité canadienne-anglaise. Et nous, on peine à nommer ça, alors que nous le savons. Nous, les gens sont parfaitement conscients, mais ils ont tellement peur de se faire diaboliser qu'ils préfèrent finalement raser les murs. Le problème, c'est qu'à un moment donné, si on fait de la politique, c'est pas simplement pour parler des sujets autorisés par les chroniqueurs et commentateurs du camp du bien qui nous disent ça t'as le droit, ça t'as pas le droit, ça c'est bien, ça c'est mal. Il faut avoir un peu de courage en la matière, surtout de la part de leaders nationalistes qui devraient avoir ce souci. C'est la survie même de la nation québécoise dont il est question à travers ça. Mais le malaise de Yves-François Blanchet de parler d'immigration est très révélateur sur le Bloc. Parce que le Bloc, oui, est un parti nationaliste, c'est un parti souverainiste, mais c'est aussi un parti de gauche. Et là, on se demande, est-ce que c'est un parti de gauche qui s'adonne à être souverainiste ou c'est un parti souverainiste qui est de gauche? Donc, ben oui. Et ça, tu me nommes je pense que le fait d'être de gauche ici, je pense que sur le fond des choses, du point de vue de son électorat, je dirais structurellement, le Bloc est d'abord un parti nationaliste. Il y a le vote que le Bloc engrange est un vote national sans le moindre doute. Cela dit, donc c'est un vote pour le Québec d'abord, pour l'identité québécoise. Ensuite,
Ensuite, il y a une culture politique qui s'est imposée dans la deuxième moitié des années 90 au Bloc et au début des années 2000 plus encore, qui a fait du progressisme le surmoi. Hein, il y a le surmoi progressiste du Bloc québécois, il y a une forme de progressisme obligatoire. Et là, on le voit, c'est-à-dire sur cette question-là, le Bloc, plutôt qu'avoir un réflexe nationaliste, a un réflexe progressiste. Il cherche à le modérer, l'encadrer, le limiter. François Blanchet est conscient que dans son électorat, l'idée d'une hausse des seuils n'est pas l'idée du siècle, mais manifestement, devant le tir de barrage médiatique, devant l'espèce de discours obligatoire qui pousse à une augmentation toujours, il nous dit la quantité ne compte pas, seul contre la francisation. Mais il oublie une chose, c'est qu'on aurait beau investir des milliards et des milliards et des milliards et des milliards en francisation, l'effet du nombre pèse. Si on n'a pas le nombre pour nous, si en plus les institutions du gouvernement du Québec à Montréal travaillent à l'anglicisation, comme on le sait en ce moment, si on met ça tous ensemble, puis ces gens-là arrivent au Canada, il faut le redire. Ben oui. Donc, c'est pas nous la référence identitaire, la référence normative, la référence culturelle. Ce n'est plus nous. Ça ne l'a jamais été d'ailleurs. Il y a eu une petite parenthèse quelque part entre la fin des années 70 puis le milieu des années 90 où la majorité historique francophone avait une capacité d'intégration. Puis on vit sur la nostalgie de ce moment béni. Mais la réalité des choses, c'est que nous n'y sommes plus. Et on est au retour aujourd'hui du mépris du francophone. On est à cause du multiculturalisme canadien. Et l'effet de masse, ça fait qu'on n'est plus capable d'intégrer. Nous ne sommes plus capables d'intégrer. C'est pas un manque d'ouverture, c'est pas un manque de cœur. C'est pas qu'on n'aime pas les nouveaux arrivants. Je veux dire, on a dans nos vies des amis, des amoureuses, des amoureux, des proches, des conjoints qui sont d'origine étrangère. La question n'est pas là. La question que, vue d'ensemble, l'intégration exige une capacité. Donc, on intègre bien, c'est que si on a la capacité de le faire. Et la capacité de le faire n'est pas indépendante du nombre qu'on reçoit. J'ai l'impression, disant cela, de rappeler des vérités élémentaires, des évidences, mais des évidences telles qu'on ne devrait pas avoir à les rappeler. Or, apparemment, dans la vie politique qui est la nôtre aujourd'hui, rappeler de telles évidences passe pour la possibilité d'un scandale. En France, écoute, on est un peu plus décomplexé. On en parle ouvertement de l'immigration. Toi, dans ta première émission, tu as consacré une quinzaine, une vingtaine de minutes absolument passionnantes, une discussion passionnante sur l'immigration. Et là, écoute, devant moi, le nouveau numéro de Valeurs actuelles et il y a un texte de Gilles William Goldnadel, que tu connais bien. Alors, il écrit la France a accueilli 2 millions d'étrangers depuis 2017 et les Français, dans leur très grande majorité, n'en peuvent plus. Et là, il écrit, lui, Français, n'ayez plus peur de dire non à l'immigration. Donc, on est décomplexé, on en parle ouvertement, là, de plus en plus en France de ça. À un moment donné, il y a la peur de devenir étranger chez soi. C'est-à-dire, c'est quand même une peur fondamentale. Être en exil intérieur dans son propre pays, ne plus s'y reconnaître, se sentir étranger dans son propre pays. En France, François Hollande, qui, à ce que j'en sais, n'est pas un homme d'extrême droite, pour le dire ainsi, dans un livre d'entretien avec Davet et l'Homme, 2 journalistes de gauche, avait parlé de sa peur de la partition ethnique du territoire français. C'est quelque chose. Là, il y a une étude de France Stratégie qui est sortie, qui a quand même secoué tout le monde, qui parlait véritablement de la mutation démographique que connaît la France. Alors moi, sur ces questions-là, on n'est pas dans une logique de... Puis c'est ça le drame, c'est qu'on devrait pouvoir parler de cette question-là raisonnablement, intelligemment. Mais puisque dès qu'on l'aborde d'une manière ou de l'autre, chez nous, on se fait extrême droitiser. Puis en France, longtemps, c'était ça, faut pas se tromper. Hein. Jusqu'à tout récemment, l'extrême droitisation était le sort inévitable de celui qui osait parler de ces questions-là. Mais aujourd'hui, la réalité est telle, ça frappe tellement, et la fragmentation de la France est tellement avancée qu'on ne peut plus faire l'économie de ce débat. La question est de savoir maintenant, mais comment réussir l'assimilation? Parce on peut assimiler des individus. On peut très difficilement assimiler des peuples et des communautés. Or, on est rendu dans un moment aujourd'hui où les conditions de base de l'assimilation en France et de l'intégration au Québec ne sont plus rassemblées. Donc, il y a une dimension tragique dans tout cela. La question est de savoir s'il est trop tard. Je veux croire qu'il n'est pas trop tard. Je veux croire que l'action résolue, donc autant francisation chez nous, laïcité chez nous, renforcement de l'enseignement de l'histoire chez nous, affirmation nationale chez nous et baisse significative des seuils d'immigration chez nous, ça peut renverser la tendance. Mais ce qui est certain, c'est que si on poursuit la tendance, d'ici 15 ans, d'ici 20 ans, eh bien, le Bloc québécois, la CAQ, les partis nationalistes vont pouvoir commencer à faire élire des députés autour de Saint-Jérôme et Saint-Hyacinthe parce que tout le 4-5-0 va avoir basculé d'une manière ou de l'autre. Tous ceux qui croient que l'immigration massive n'a pas une dimension politique chez
chez nous ne savent pas que pour les libéraux, elle en a une. C'est une stratégie, je dirais, de leur point de vue, ils sont conscients que ce sont des communautés qui votent massivement pour eux. Ça veut pas dire qu'on déteste les gens, faut le redire. Ça veut pas dire qu'on manque d'hospitalité. Ça veut dire prenons au sérieux cette question dans toutes ses dimensions et cessons de faire semblant que la question du nombre n'importe pas. Non, mais c'est au centre même. Écoute, l'immigration, c'est un des thèmes les plus importants, entre autres pour le Québec, et de voir qu'un parti souverainiste ne veut pas parler de ça, préfère parler du troisième lien, puis tout ça, de toute autres affaires que ça, qui me semble qui est au centre des préoccupations du Québec, ça en dit long. Parce que tu dis, si le Bloc en parle pas, si le PQ en parle pas, qui va en parler, maudit? Personne n'en parle, ou alors on en parle seulement pour dire que c'est lumineux. Et finalement, un enjeu politique fondamental, démocratique. On le perd un peu. Merci beaucoup, Mathieu. De toute façon, c'est tout le temps qu'on avait, un petit problème technique, mais merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée. Parce qu'en assurance, ce qui compte le plus, c'est d'être là quand ça compte pour vous. Promutuelle Assurance est heureux d'être là partout avec les auditeurs de cette émission. Fier de protéger les biens des Québécois depuis près de 170 ans aux 4 coins du Québec. Promutuelle Assurance est là. Bon balado. Recevez jusqu'à 6 900 $ pour une participation à une étude. Altascience recrute actuellement des gens en bonne santé, âgés entre 18 et 65 ans, qui ne prennent aucun médicament sur une base régulière. Participez à une étude clinique à Montréal et vous pourriez recevoir jusqu'à 6 900 $ pour votre participation. Inscrivez-vous en ligne au goalta.ca ou par téléphone au 514-373-2003. 514-373-2003. Cube Radio. Les rencontres de l'air. Mathieu Bock-Côté et Richard Martineau. La rencontre Bock-Côté-Martineau. Mathieu, je sais que tu veux me parler de la haine qu'on voit là envers les politiciens, mais avant, je voudrais t'apprendre, tu sais que ma blonde Sophie est à l'hôpital. Elle est à l'hôpital général juif. Elle n'arrive pas à se faire soigner dans sa langue. Elle a rencontré deux chirurgiennes, les deux unilingues anglophones. Comment ça se fait qu'on peut pas se faire... Là, je te parle pas d'acheter un jeans, là. Je te parle de te faire soigner. C'est quelque chose de plus important au monde, te faire soigner. On est au Québec, puis elle n'arrive pas à se faire soigner en français. Ben, c'est pas la première fois, hein. C'est-à-dire, de mon côté, je témoigne d'une expérience positive à l'hôpital juif. Je tiens à le dire parce que ça s'est passé autrement. Mais, cela dit, c'est pas la première fois. Normand Lester l'avait déjà raconté. Et on se trouve mais c'est un phénomène qui généralise. C'est-à-dire, une partie de notre population vit en situation presque d'insularité par rapport au reste du Québec. Une partie de nos élites vivent dans un entre-soi linguistique, un entre-soi culturel. Et finalement, le Québec francophone, c'est comme un lointain bruit qui est censé ne pas nous heurter. Et quand quelqu'un, je crois qu'il y a un droit fondamental de se faire soigner en français au Québec, où que ce soit, et c'est absolu. Et dans ces moments-là, je pense qu'il y a une espèce de rappel à l'ordre qui est nécessaire, quelle que soit la discipline, quel que soit le métier dans l'hôpital, quel que soit l'hôpital, le rappel à l'ordre doit être fait. Il y a un droit fondamental d'être opéré en français. Eh bien, je pense qu'on va être bien opéré. Il n'y a pas de problème. L'expertise est extraordinaire, puis tout ça, mais crime, il me semble, on est chez nous. Si tu peux pas te faire servir en français chez nous, où tu vas te faire servir en français? Et là, tu nommes la chose la plus fondamentale qui soit. C'est René Lévesque qui disait au début d'Option Québec, il dit c'est le seul pays où nous pouvons être véritablement chez nous. Mais on n'est plus chez soi à Montréal. C'est ça la vérité des choses. À Montréal, on est de trop. À Montréal, nous sommes désormais une population résiduelle qui appartient à l'ancien Québec, au Québec historique. Un Québec qui vit comme un résidu, comme un obstacle, comme une espèce de population qui n'a pas encore compris qu'elle ne jouait pas le rôle qu'on attendait d'elle dans l'empire de la diversité. Et quand les Québécois francophones exigent, d'ailleurs, Québécois francophones, la formule m'exaspère, quand les Québécois, on dit pas les Portugais lusitanophones, c'est vrai. Les Danois danophones, on dit pas les Norvégiens norvégiophones. Les Québécois, je vais m'emmener, quand les Québécois exigent de se faire servir en français dans leur propre pays, eh bien, on voit là-dedans une marque de racisme, une marque de xénophobie. Je me souviens une fois, moi, c'était à l'hôpital, pas à l'hôpital, pardonne-moi, à l'aéroport de Dorval, où j'avais demandé de me faire servir en français avec une insistance polie, mais la politesse était là. Puis on m'avait répondu racist. Et je pense qu'on a la nouvelle grosse madame de chez Eaton aujourd'hui, c'est un jeune mondialisé qui considère que le fait de parler français est une marque d'insister pour parler français, c'est une marque d'esprit réactionnaire et peut-être fasciste.
Et quand on dit qu'il y a des problèmes avec le français à Montréal, on se fait taper dessus en disant qu'on est des enfants gâtés, on se plaint la bouche pleine, puis jusqu'à la chef du Parti vert qui a pris position contre la loi 96. Écoute, donc une haine quand même sans précédent, tu le vois. D'ailleurs, c'est assez étrange de voir, je suis pas un fan de Trudeau, absolument pas, mais de le voir comme ça, harcelé par une horde de fous, et de voir Yves-François Blanchet, au lieu de dire, écoutez, ça n'a pas de bon sens de traiter des politiciens comme ça, notre premier ministre, et tout ça, tu sais, de faire fi de l'adversité, qui sont dans des camps opposés, et dire qu'on est dans le même camp, nous sommes des politiciens. Non, au contraire, il a décidé d'attaquer Justin Trudeau en disant qu'il jetait de l'huile sur le feu, en tenant tête à ces manifestants-là. Mais moi, au contraire, je suis fier de voir notre premier ministre de tenir tête à ces gens-là. Ouais, je pense qu'il faut effectivement tenir tête à la foule lyncheuse, quelle qu'elle soit. Et ça, je pense que c'est un devoir de courage, c'est un devoir de courage élémentaire. Et effectivement, il faut le voir là, on est devant l'expression vociférante de la foule lyncheuse qui ne respecte plus les règles démocratiques élémentaires, et il faut être très ferme par rapport à ça, parce que la démocratie constitue le peuple à travers le corps électoral. Mais il y a l'autre visage du peuple, qui est un visage moins reluisant, c'est la foule. La foule qui se constitue contre le bouc émissaire, qui se constitue dans des espèces de montées aux extrêmes. Et c'est ce qu'on voit en ce moment. Et ce qui est dramatique, c'est que cette espèce de colère-là, c'est l'expression caricaturale, violente, d'un malaise qui, lui, ne se réduit pas à son expression caricaturale et violente. Et c'est pour ça qu'il y a l'envers, me semble-t-il, de cette haine, mais une haine que, là, c'est la haine lyncheuse, mais il faut voir aussi qu'elle n'est pas sans lien avec ce que j'appelle la haine mielleuse. La haine mielleuse, c'est celle d'une partie des élites qui insulte sans arrêt le peuple, en disant toujours complotiste, raciste, phobe, et à insulter la population sans arrêt. Faut pas se surprendre si un jour, au fil des mois, des années, eh bien, une partie de cette population-là soit à ce point braquée qu'elle-même verse justement dans le côté la foule lyncheuse, la haine vociférante. Et moi, j'ai l'impression que ce qu'il nous faut en ce moment, c'est un art de l'apaisement politique. C'est-à-dire, d'un côté, le peuple doit cesser de se perdre dans la foule, et de l'autre côté, les élites doivent cesser de mépriser la population, parce que ça entretient aussi, sur le long terme, ça va bien au-delà de la pandémie, ça crée les conditions d'une désocialisation, ça crée les conditions d'une politique de plus en plus polarisée, d'une politique sous le signe de l'affrontement radical. Donc j'ai l'impression que cette haine-là, pour moi, c'est le symptôme d'un malaise plus profond. Cela dit, tu as tout à fait raison, dans les circonstances, celles qui se présentent à nous, pour le moment, il n'y a pas d'ambiguïté, elle doit être condamnée, et ceux qui jouissent de cette haine insurrectionnelle et qui croient en profiter d'une manière ou de l'autre dévalorisent la fonction politique et dévalorisent la parole démocratique. Écoute, le Brexit, les gilets jaunes et le Trumpisme, l'élection de Trump, c'est trois symptômes justement de gens qui disaient on n'est plus entendu par nos élites. Nos élites ne prennent même plus la peine de nous parler et ils nous passent par-dessus la tête. Donc c'était et le Brexit et les gilets jaunes et Trump, une réaction à ça. Ah ben oui, bien sûr. Donc il y a un vrai mépris pour le peuple. Il ne faut pas l'oublier, ou à tout le moins pour les catégories populaires, ou du moins pour ceux qui ne sont pas enthousiasmés par le régime diversitaire. Se faire traiter de raciste sans arrêt pendant des années, se faire traiter d'extrême droite, se faire traiter de populiste, se faire traiter ces temps-ci de complotiste. Par exemple, le mot complotiste, si ça désigne ceux pour qui le monde est commandé par quelques volontés discrètes, des volontés dissimulées derrière le théâtre, et puis là, ça s'affronte, ça manipule les peuples dans une querelle pour la domination du monde. Alors, ça, c'est la psychologie complotiste. Puis Pierre-André Taguieff a écrit des livres remarquables sur cette question-là. Mais le mot complotiste a été utilisé depuis le début de la crise aussi pour critiquer ceux qui se questionnaient sur les origines du virus, alors que manifestement, c'est une question légitime. Il a été utilisé pour dénoncer ceux qui critiquaient certaines mesures sanitaires. C'est rendu qu'il fallait préciser qu'on n'était pas complotiste quand on questionnait le couvre-feu. C'est quand même pas mal. Donc, on a abusé de certains termes qui ne servaient plus à décrire, mais à décrier. Puis la population, je le dis sans mépris, mais les gens ont d'autres choses à faire en général que de penser à ça tout le temps. Donc, quand ça s'exprime pas toujours avec finesse. Et là, le problème, c'est que là, c'est la phase extrême. Quand ça va jusque dans la rue, quand ça prend le visage de la foule lyncheuse, mais là, effectivement, il faut que l'autorité marque clairement son refus de
céder devant les lyncheurs. Il n'en demeure pas moins qu'à mépriser une population au fil des années, au fil des ans, ben ça donne quelquefois un résultat électoral, comme Trump, ça peut donner le Brexit, ça donne les Gilets jaunes, ça peut donner des mouvements populistes. Mais quand on nazifie toujours ces populations-là, eh ben, faut pas se surprendre dans la dernière instance. Il y a des convulsions sociales et politiques. Mais c'est quoi le peuple? Le peuple, hein? C'est un mot qui veut tout dire et rien dire. Parce que là tu vois, là, t'entends d'Éric Duhem, je parle au nom du peuple. Hein? Tous les politiciens disent, moi, je parle au nom du peuple. Mais c'est qui le peuple? Ah, ben ça, t'as tout à fait raison. Moi, c'est pour ça que je préfère le mot catégorie populaire dans ces moments-là. Mais utilisons, Laurent Bouvet avait écrit un bon livre, Le sens du peuple, qui disait, il y en a 3 définitions. Il y a le peuple civique, c'est-à-dire l'ensemble de la population. Il y a le peuple au sens historique et identitaire, c'est-à-dire la majorité historique dans un pays. Puis il y a le peuple social, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois la plèbe. Je dis pas le mot plèbe au sens péjoratif ici, donc les catégories populaires. Et puis, en démocratie, on pourrait dire que chaque camp cherche à proposer sa définition du peuple. Éric Duhem propose la sienne, Justin Trudeau propose la sienne. Chez Justin Trudeau, tu noteras que c'est pas du peuple dont il parle, c'est des classes moyennes, la classe moyenne. Mais sa définition de la classe moyenne doit englober environ 107% des Canadiens. Donc ça commence à être un peu étendu. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir c'est quoi la figure de référence des uns et des autres. Quand on est devant des partis progressistes, c'est les Québécoises et Québécoises de toute origine. Duhem dit le peuple, les populistes disent le peuple, Trudeau dit la classe moyenne. Les autres, donc c'est intéressant de voir c'est quoi la figure de référence utilisée par les acteurs politiques. Mais ce qu'on sait, c'est que ceux qui se sentent humiliés aujourd'hui, puis qui sont en situation d'insurrection, quelquefois exagérée, comme on l'a vu ces jours-ci, eux se prennent pour le peuple. Donc, quand un leader politique dit « vous êtes le peuple », il dit « vous êtes le vrai peuple », finalement, contre tous ceux qui n'y appartiennent pas parce qu'ils sont corrompus, parce qu'ils sont dans les élites, parce qu'ils sont ci, parce qu'ils sont ça. Et là, c'est que ça devient absurde. Ça devient absurde parce qu'en dernière instance, c'est une confiscation de la référence au peuple, tout comme inversement, à gauche, il y a la tentation de confisquer la référence au bien et à la générosité. Il faut se méfier en politique de ceux qui confisquent les références et les étiquettes. Moi, ça me fait peur un peu cette haine-là envers les politiciens. Tu sais, ce que j'écris dans ma chronique aujourd'hui, les gens disent on n'a plus les politiciens qu'on avait. Les gens ont une nostalgie pour ce qu'on appelait les grandes pointures, les Camille Lorrain, les René Lévesque, même les Robert Bourassa aussi. Il y en avait aussi de l'autre côté, les Monsieur Sauvé, etc. Tu sais, des gens qui avaient... Mais là, qui a une envergure comme ça aujourd'hui, qui va vouloir aller en politique avec tout ce qu'ils ont à endurer, avec les médias sociaux, puis tu sais, il n'y a personne qui va faire le saut. Oui, tu as absolument raison, mais ensuite, on voit que des hommes et des femmes, au contact des circonstances, peuvent se grandir. Moi, pendant des années, je le dis de manière très honnête, pendant des années, j'étais très sévère envers François Legault, moi. Je dis que c'est un politicien technocratique et comptable sans charisme. Puis je crois que mon analyse, à tout le moins, n'était pas complètement fausse à certains moments. La fonction de premier ministre a véritablement transformé François Legault. Il y a quelque chose qui s'est passé chez lui, une mue, quand on dit quelquefois que la fonction fait l'homme. Hein, donc manifestement, il y a eu une transformation et au contact de l'adversité, au contact de son peuple, moi c'est une force de Legault. Il refuse de mépriser son peuple. Il refuse de mépriser les siens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelquefois des excès, tout ça, mais il n'y a pas la même posture que Justin Trudeau qui se prend pour l'incarnation de la lumière universelle. Chez Legault, il y a une connexion avec les Québécois. Il y a beaucoup moins d'aversion pour François Legault que pour Justin Trudeau. Je dis pas que l'aversion contre Trudeau est légitime. Je dis simplement que les politiciens qui ne méprisent pas leur peuple peuvent connecter avec lui. Et ensuite, il y a le charisme d'époque. Je suis persuadé, le jour où il y a la marche vers un prochain référendum, la grandeur de l'enjeu qui apparaîtra suscitera les plus belles vocations qui vont se mêler de politique. Quand les grands enjeux dans une société, c'est des enjeux de la vie quotidienne, ordinaire, on n'attire pas des grandes figures politiques. Mais quand on débat de l'existence d'un peuple, de l'existence d'une nation, puis au Québec, oublie pas, hein, au Québec, au fil de l'histoire, notre existence comme peuple a toujours été en jeu. Attends une minute, est-ce que ce dossier-là va être tellement important soudainement que même Mathieu Bock-Côté pourrait faire le saut? Oh, j'ai pas ce talent-là. J'ai des fantasmes à l'occasion. Mais mais toi, tu te dis, mais en fait, Mathieu, tu te dis, toi, que tu as peut-être plus d'influence en étant un intellectuel, en étant quelqu'un dans les médias. T'étais plus à même de faire changer les choses qu'un politicien. C'est pas un peu ce que tu dis? Je crois qu'aujourd'hui, depuis toujours, le travail intellectuel, je le crois essentiel. Ensuite, le travail médiatique me semble essentiel. Pour peu qu'on fasse un travail de décryptage honnête, je pense que c'est essentiel aussi. Puis défendre tes idées dans l'espace public. Ensuite, je ne me sens pas la vocation politique
si jamais des circonstances exceptionnelles, puis que toute une série de si, il serait bien faux sur le dire Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Mais à tout le moins, ce n'est pas un désir. Est-ce que ça va arriver un jour? J'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que Jacques Parizeau ne voulait pas en faire. Il en a fait, puis il a failli gagner. C'est quand même pas si mal. Lucie Bouchard dit qu'il voulait pas en faire. Ça, c'est moins, je sais pas si c'est vrai, mais à tout le moins, il en a fait, puis il a failli gagner. Bon, reste que le prochain qui veuille en faire, qui veut pas en faire, mais qui en fait quand même, faut pas qu'il se contente de failli gagner. Il faut qu'il gagne. Mais qui ce sera, on ne sait pas. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Salut. Écoutez cet extrait d'Em, un livre de Kim Thuy. Emma Jade saute d'un fuseau horaire à l'autre à cloche-pied, comme dans un jeu de marelle. Elle les survole sans les compter. Elle vit souvent des journées de 30 heures où elle fait des bonds dans le temps. Sa montre pouvant indiquer la même heure à plus d'une reprise. Choisissons la culture québécoise. Un message du gouvernement du Québec. Si j'étais un robot sexy, j'aurais toujours ce que je veux. Mais avec Fizz, tout le monde peut avoir le forfait de son choix. Mon petit chou. Fizz a des forfaits mobiles et Internet à un prix juste pour vous. En plus, il n'y a pas de contrat. Détails au fizz.ca. Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Mathieu Bock-Côté et Richard Martineau. La rencontre Bock-Côté-Martineau. Alors, Mathieu, tu dis que les médias sont très rapides pour pourfendre les coucous au sein du Parti conservateur, comme si c'était le seul parti avec des coucous. Mais il y a des coucous NPD, il y a des coucous Parti libéral, mais sinon, on n'en parle pas, eux autres. Ah ben oui, non, c'est fascinant. Il y a une forme de préjugé comme quoi les coucous dans la politique canadienne sont au Parti conservateur. Et c'est là qu'on les retrouve. Et là, ce sont presque des talibans du Nord, c'est la droite religieuse, et on les soupçonne d'avoir tous les défauts tout à la fois. Et le Parti conservateur aurait le monopole des tarlats, disons ça comme ça. Mais si on avait le souci minimal de regarder les candidatures des différentes ailes qu'il y a dans les partis, au NPD, ce serait intéressant de voir le poids de la mouvance woke, de la mouvance extrémiste, le nombre de candidats, par exemple, au NPD qui pensent que les hommes et les femmes n'existent pas et qu'en fait, nous sommes globalement des non-binaires fluides à la recherche d'une identité sexuelle indéterminée. Ce serait intéressant de savoir le nombre de candidats du NPD qui pensent ça. Ce serait intéressant de savoir, parmi les députés issus des différents groupes ethnoculturels au Parti libéral du Canada, quelles sont les préférences des uns et des autres à travers les grandes questions internationales aujourd'hui. Combien parmi eux prétendent représenter leur communauté avant de représenter presque leur commettant là-dedans. Ce serait intéressant au Parti libéral du Canada aussi de s'intéresser à tous ces députés libéraux fédéraux qui, au Québec, ont voté contre la reconnaissance de la nation. Que pensent-ils de la loi 21? Que pensent-ils de la loi 101? Ce serait intéressant de leur tendre le micro pour savoir ce qu'ils en pensent. Eh bien non, ça, on ne le sait pas. C'est une espèce de préjugé, c'est-à-dire non, les fous sont au Parti conservateur et il n'y en a pas ailleurs. Je pense qu'on aurait tout avantage aujourd'hui à se dire que les individus à la personnalité dispersée se retrouvent un peu partout et présupposer qu'ils ne sont qu'à un endroit, ça en dit plus sur nous que sur le Parti conservateur. Et Frédéric Bastien était avec nous quelques minutes et disait au NPD, au Québec, là, pour le NPD, il y a Ali Faour qui se présente et lui, il appuie le Hamas et il a mis sur sa page Facebook la photo d'un militant avec une Kalachnikov. Ça, on n'en parle pas. Non, mais ça, c'est pas les vrais dangereux. Non, les vrais dangereux, on le fait, c'est les conservateurs sociaux de l'Alberta et de l'Ouest canadien. Donc là, manifestement, ce serait intéressant, comme je dis, de voir les différents extrémismes qui ont infiltré la politique canadienne. Mais encore une fois, il y a cette espèce d'idée que le véritable extrémisme toxique, c'est comme d'habitude, toujours celui du fameux homme blanc. Et là, il y aurait le monopole du suprémacisme. D'ailleurs, apparemment, on nous dit aujourd'hui que le terrorisme blanc, entre guillemets, est le plus dangereux dans nos sociétés, qui déclasserait l'islamisme. Donc, il y a cette espèce d'idée comme quoi plus on va, c'est le fantasme de l'extrême droite. Je conteste pas qu'il y ait des fous Parti conservateur. Je conteste pas l'idée qu'il y a une mouvance tout à fait radicale, une mouvance très conservatrice, qui a une vision du monde quelquefois hallucinée. Je n'ai aucunement l'intention de le contester. Mais ce qui m'intrigue, c'est de voir justement quelles sont les autres mouvances hallucinées. Et se pourrait-il que certains journalistes ne voient pas le fait d'être hallucinés dans, par exemple, le refus obstiné d'accepter l'existence du Québec comme nation et de verser dans le multiculturalisme extrême. Se pourrait-il que certains journalistes considèrent que l'appui au Hamas, c'est pas la même chose en dernière instance, que le fait de dire les talibans nos frères, c'est peut-être moins grave en dernière instance que d'avoir une vision conservatrice
sur les questions sociales. Tu sais, les talibans, nos frères, là, si c'est pas un révélateur du communautarisme extrême qui dévore le Parti libéral, ou Mme Mariam Monsef, on en parlait récemment, son nous mental, c'est le nous afghan, c'est pas le nous canadien. Et c'est quand même une manière étonnante de voir le monde. Jack Meeting lui-même, à ce que j'en sais, a déjà eu des options politiques assez marquées sur la question sikh. C'est pas inintéressant de savoir ce qu'il en pense véritablement, de mettre à jour ses représentations et ses idées. Mais manifestement, ça n'intéresse pas une partie de notre classe médiatique et journalistique. Quant à moi, ça m'intéresse beaucoup. Et à tout le moins, on devrait cesser de répéter des âneries qui nous disent, par exemple, que le Parti conservateur, ce serait le parti de la droite religieuse qui le dominerait véritablement, qui en serait l'identité cryptée et cachée. Non, pas du tout. C'est une aile qui est présente dans ce parti-là, qui est pas capable de le dominer, qui est pas capable d'imposer ses politiques. Elle y est présente. Par ailleurs, c'est pas tous non plus, ceux qui ont les fameux conservateurs sociaux ne sont pas tous des talibans du Grand Nord. Il y a des gens là-dedans avec qui on devrait être capable de discuter raisonnablement. Ah, ben ça, je suis content que tu parles. Je suis content que tu parles de ça. Par exemple, le maudit débat sur l'avortement, là. Ça a l'air, c'est épouvantable. Je m'excuse, mais moi, je me pose des questions quand je vois que dans l'ouest du pays, il y a des communautés qui pratiquent l'avortement selon le sexe du fœtus. Oui. Ça m'énerve. J'ai le droit de poser des questions là-dessus. J'ai le droit de poser des questions à savoir qu'au Canada, tu peux théoriquement avorter jusqu'à la veille de ton accouchement. Moi, je me pose des questions. Simone Veil, en France, qui s'est battue pour la légalisation de l'avortement, disait après 3 mois, ça devrait être interdit. On peut se poser des questions. Non, on n'a pas le droit parce qu'on devient des fanatiques. Ben, tu vois, ça, c'est important, ce que tu viens de dire là. C'est-à-dire, bon, on est au Québec, puis là-dessus, on remet pas en question l'égalité trop choix. C'est pas la question. Mais le fait est qu'il y a un encadrement, par exemple, l'avortement sexo-sélectif. Je sais pas, mais moi, l'idée qu'on fasse justement des avortements en fonction du sexe du bébé, je trouve que ça mérite quand même quelques questions, et j'ai l'impression qu'on souille la très belle cause du droit des femmes en lui permettant d'être instrumentalisée par cette idée que l'avortement sexo-sélectif serait tout à fait normal. Et pourquoi on le tolère? Parce qu'il est justement codé culturellement, il est lié à certaines communautés. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, moi, je crois pas qu'il y ait des questions interdites en politique. Je pense qu'il est légitime quelquefois de se dire, bon, mais il y a des droits, ils sont fondamentaux, de quelle manière allons-nous les encadrer? Mais apparemment, le simple fait de se questionner sur les avortements sexo-sélectifs, même pas trancher, même pas proposer une réponse, dire il y a quand même quelque chose là-dedans qui correspond pas vraiment à la logique du droit à l'avortement, mais dans une autre logique à travers cela. Eh bien non. Eh bien non, manifestement, le fait de s'interroger sur ça, c'est déjà... Écoute, Mathieu, si j'étais une femme féministe, et là, on parle, là, tu n'as pas le droit de venir au monde parce que tu es une femme. C'est ça, là. Il y a des femmes qui, lorsqu'elles apprennent qu'elles sont enceintes d'une fille, se font avorter. Ce qu'elles disent, c'est que par ton sexe, tu n'as pas le droit à la vie. Il me semble qu'il n'y a pas plus grande attaque envers les femmes que ça. Mais nos féministes sont étrangement absentes sur cette question-là. J'imagine par ailleurs que si c'était une mouvance masculiniste de Trois-Rivières rassemblant des bons blancs bedonnants, disant nous on veut faire avorter quand c'est une fille parce qu'on n'aime pas ça les femmes. Bon, si c'était quelque chose comme ça, des gens avec la tête de Mad Dog Vachon qui resterait 2 dents, là finalement on aurait des manifestations. Avec raison, soit tout en passant. Mais non, puisque c'est codé culturellement et puisqu'il n'y a rien de plus important que l'ouverture à l'autre, même si d'autres ne s'ouvrent pas à nous, même s'il y a des pratiques culturelles régressives qui s'opèrent avec ça. On l'a vu avec la question du code d'honneur. Justin Trudeau avait en d'autres temps de la difficulté à qualifier de barbares les crimes d'honneur. Bon. Alors là, il y a quelque chose dans tout ça qui se joue. Se pourrait-il que notre féminisme, collectivement, s'arrête devant des questions qui sont sensibles? Et encore une fois, je dis, la question n'est pas de remettre en question le droit à l'avortement. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de savoir, à partir, est-ce qu'il n'est pas instrumentalisé en ce moment pour légitimer des pratiques culturelles régressives comme l'avortement sexo-sélectif? À tout le moins, je pense qu'on devrait avoir le droit d'en parler sans être classé parmi les pro-vie. On revient toujours à la question de la race qui obnubule totalement et qui aveugle certains journalistes. Regarde aujourd'hui ma chronique, c'est sur le texte surréaliste que Marie-Claude Lortie, qui est rendue maintenant rédactrice en chef du quotidien Le Droit, a écrit sur Mary Simon, la gouverneure générale. Elle voit aucun problème à ce que la gouverneure générale ne parle pas français. Elle dit c'est une autochtone, on devrait être content, il est temps de lui ouvrir nos portes et nos cœurs, de lui tendre la main, de la féliciter, Mathieu, parce qu'elle ne parle pas français, puis il n'y a pas de problème, parce que c'est une autochtone, c'est correct.
Oui, mais ça, c'est assez drôle, parce que le droit, qui est quand même le journal qui est censé défendre le droit des Franco-Ontariens, le droit des Canadiens français, eh bien, manifestement, il y a cette tentation aujourd'hui très forte en Occident qui veut que c'est en s'abolissant soi-même qu'on atteigne enfin la vertu. C'est-à-dire, nous allons programmer notre propre extinction morale, symbolique, linguistique, et ce sera donc la preuve que nous ne sommes plus égoïstes et attachés exagérément à notre identité fermée. Qu'on me permette de ne pas participer à ce programme d'auto-éradication collective, je pense que quand les francophones au Québec décident eux-mêmes que le français est optionnel, ils défendent eux-mêmes le fait que le français, c'est plus nécessaire dans les institutions fédérales. On peut, au nom du multiculturalisme, on peut sacrifier le bilinguisme, mais ce sont des gens qui sont même plus capables, qui ont même plus d'instinct de vie. C'est-à-dire qu'ils sont tellement dominés, écrasés par l'espèce de moraline humanitaire diversitaire, qui sont même plus capables d'avoir le minimum d'instinct de vie pour se défendre eux-mêmes. C'est un peu loufoque. Oui, écoute, merci beaucoup. On se reparle demain, puis ça a l'air qu'à partir de demain, il y a une nouveauté. On va être en audiovisuel, ça va être en vidéo, notre rencontre. Donc, les gens vont pouvoir voir notre grosse face. C'est le fun, ça? Oui, on va se raser, on va être propre, on va être beau. On va se sentir bon. Merci Mathieu, bonne journée. Salut. Le meilleur de ce que nous sommes, ouvert sur le monde, tourné vers l'avenir. Fans de notre club, défenseurs de notre langue. Des femmes et des hommes qui vivent dans le respect, qui savent aimer et accueillir. Des gens fiers qui se définissent par leurs valeurs. Le meilleur de ce que nous sommes, simplement parce que nous sommes conservateurs. Le Parti conservateur du Canada. Agir pour le Québec. Approuvé et payé par l'agent principal du Parti conservateur du Canada. Recevez jusqu'à 6 900 $ pour une participation à une étude. Altascience recrute actuellement des gens en bonne santé, âgés entre 18 et 65 ans, qui ne prennent aucun médicament sur une base régulière. Participez à une étude clinique à Montréal et vous pourriez recevoir jusqu'à 6 900 $ pour votre participation. Inscrivez-vous en ligne au goalta.ca ou par téléphone au 514-373-2003. 514-373-2003. Elle a hâte de célébrer son anniversaire au resto. Elle y a pensé toute la semaine. Elle a invité ses amis. Elle a acheté une nouvelle robe. Elle s'est rendue au resto. Elle n'a pas pu rentrer dans le resto. Elle a dû ranger sa nouvelle robe. Elle n'a pas pu voir ses amis. Et elle y a pensé toute la semaine. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec. Parce qu'en assurance, ce qui compte le plus, c'est d'être là quand ça compte pour vous. Promutuelle Assurance est heureux d'être là partout avec les auditeurs de cette émission. Fiers de protéger les biens des Québécois depuis près de 170 ans aux quatre coins du Québec. Promutuelle Assurance est là. Bon balado. Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Mathieu Bock-Côté et Richard Martineau. La rencontre Bock-Côté-Martineau. Alors, Mathieu Bock-Côté qui est avec nous, qui paraît-il est dans un taxi. Est-ce que c'est le cas, Mathieu? mais c'est rigoureusement exact. En route vers Europe 1. Donc, nous sommes dans ce moment d'innovation technologique, d'expérimentation d'une nouvelle manière de communiquer. Alors, me voilà du taxi. Dans un taxi, tellement hot, c'est incroyable. Entre deux entrevues, là, il est dans un taxi puis il nous parle et tout ça. Écoute, et aujourd'hui, tu te transformes en critique littéraire parce que tu veux nous parler d'un roman. Oui, de Mathieu Thomas. Alors, Mathieu Thomas, c'est son premier livre. C'est un roman qui a pour titre « Ceux dont on ne redoute rien ». Et c'est un roman politique. C'est rare. Au Québec, les romans, c'est normalement sous l'empire de l'intimité. C'est des êtres fracturés, diminués, des êtres incomplets, inachevés, qui se grappent le bobo, qui se fouillent la gale, qui trouvent rien, qui s'en font une nouvelle. Là, on est dans un tout autre registre. On est dans un roman très politique et historique. Alors, je résume sur le fond des choses. Ça se déroule sur deux périodes historiques deux phases historiques distinctes. Le début des années 1830, au moment du début de l'esprit insurrectionnel au Bas-Canada, et le printemps 2012, au moment où il y a une autre période insurrectionnelle ici. Et à travers tout cela, c'est relié par une intrigue, c'est la visite d'Alexis de Tocqueville, on connaît le grand philosophe, qu'on connaît son livre « La démocratie en Amérique », l'Ancien régime et mais Tocqueville a passé quelques jours au Bas-Canada en 1831, si je me trompe pas. Et que fait Mathieu Thomas autour de Tocqueville? Il spécule un peu autour de sa venue. C'est l'occasion aussi pour lui de revenir sur ce passage, d'interpréter, de le romancer. Eh bien, de double plongée dans l'histoire du Québec à travers une intrigue bien ficelée, franchement, à travers une très belle plume, à travers un récit qui a le génie, autrement dit, de faire apparaître le Québec, justement, non sous le signe de l'intime, sans que les personnages soient sans personnalité. Les personnages sont vivants, sont complexes.
Mais c'est un roman authentiquement politique. Mais ça nous permet de brasser l'histoire du Québec autrement. Écoute, on a des petits problèmes techniques. On va essayer de continuer la conversation, mais si c'est trop compliqué, je devrais y mettre un terme, malheureusement. Mathieu, que disait Tocqueville du Bas-Canada? Je suis intéressé à savoir ça. Les textes ont été rassemblés une première fois en 71. Je crois il y a plus récemment par Claude Corbeau. Il y a une formule très simple. Il vient ici et il comprend une chose. Rien n'est plus triste pour un peuple que d'être conquis. Hein? Il remarque ça quand même. Il dit, il espère voir ce peuple se soulever. Il prend fait et cause pour les nationalistes bas-canadiens, les républicains. Il espère qu'on décide d'aller contre la conquête. Il est tout surpris d'ailleurs de voir qu'on est encore là. Lui, il pensait qu'on avait été englouti par le traité de Paris, qu'on n'existait plus. Et quand il entend parler français pour la première fois, il dit, mon cheval se serait-il mis à me parler, j'aurais été surpris davantage. Donc là, on est vraiment devant un homme, donc un grand philosophe qui rencontre notre condition et en 10 jours d'observation environ, il est d'une lucidité remarquable, mais tout ça, ça nous est rendu à travers un roman. Ça nous est rendu à travers, donc c'est pas un essai, là, c'est pas un livre à thèse, c'est un roman et qui croise histoire, politique, les amours inévitablement, qui propose une vraie réflexion sur la condition québécoise. Qu'est-ce que c'est le Québécois à travers l'histoire? Quels sont nos défauts, nos faiblesses, nos misères, nos chances, nos forces? À travers tout cela, je pense que c'est une des vraies réussites de la rentrée, une vraie réussite de la saison. Puis c'est aussi un nouveau romancier qui apparaît dans l'espace public. Ben écoute, c'est bien que t'en parles, Mathieu Thomas. Écoute, je prends la balle au bon. Là. Je reviens sur Tocqueville parce que dans son livre de la démocratie en Amérique, Tocqueville dit quelque chose qui est tellement pertinent et tellement actuel. Bien sûr, c'est un Français qui débarque en Amérique. Il voit que les droits individuels, les droits de la personne sont très importants. Il en parle, mais il dit à un moment donné, il va y avoir un danger à ce qu'on pousse les droits individuels trop loin et que ça devienne une forme d'anarchie. Écoute, on dirait qu'il parle d'aujourd'hui, là. Oui, en fait, Tocqueville, voit comment l'esprit d'égalité mal compris peut véritablement paralyser le corps politique. Et au même moment, il s'intéresse à la dimension, on pourrait dire, potentiellement totalitaire de la démocratie. Il s'intéresse à la mort sociale en démocratie. Il dit en démocratie, comme il l'entend, c'est-à-dire un régime qui prétend parler au nom du peuple, eh bien, on va pas vous exécuter. C'est simplement que vous allez être condamné à mort de votre propre vivant. Plus personne ne va vous voir. Vous avez des opinions marginales. Vous serez traité comme une figure illégitime, comme une espèce de fantôme dans la cité. Et Tocqueville, autrement dit, est probablement un de ceux qui a le mieux compris la psychologie des dérives de l'égalitarisme, les dérives d'une société socialisée. De ce point de vue, je pense que ça demeure un philosophe à toujours relire et qui nous éclaire sur notre condition et qu'il se soit penché sur la condition québécoise. Puis avec la condition québécoise, il renoue avec la dimension nationale, la passion nationale, ce qu'on appelle le nationalisme aujourd'hui. C'est une philosophie à redécouvrir véritablement. C'est un authentique philosophe et je pense que c'est un des plus éclairants pour notre temps. Est-ce que c'est de la politique fiction, c'est-à-dire qu'il met des mots dans la bouche de Tocqueville, il décrit en train de se promener dans le Bas-Canada et tout ça? Il est venu vraiment. Alors, il est venu vraiment. Mais là, la question que pose... parce que Tocqueville n'a pas rencontré Papineau quand il vient ici. Non, mais le romancier, est-ce qu'il invente? Est-ce qu'il nous présente Tocqueville qui marche? Oui, je devine qu'il y a un peu de mise en scène, mais il y a une très grande recherche historique derrière ça. Il a vraiment fait des recherches, donc une dimension très documentée à son propos. Ensuite, c'est le travail du romancier. Il se permet d'inventer des intrigues. Mais sur le fond des choses, quand on est dans les paroles, on est véritablement, puis pas seulement pour Tocqueville, on est collé à la réalité de l'histoire. Donc, quand l'histoire et le roman se croisent, ça fait quelque chose d'assez fécond. Et demain, c'est ta deuxième de ton émission. Il faut en parler à CNews. Est-ce que tu peux nous dire de quoi tu vas parler? Oui, je reçois Patrice Guénifé, l'historien, pour parler mon Dieu, je suis en train de lire sa biographie monumentale, magistrale de Napoléon. Je suis en train de la terminer, c'est extraordinaire, là. Et Guénifé, la question que je vais lui poser, parmi d'autres, c'est qu'est-ce qui fait en sorte qu'un homme d'exception apparaît dans l'histoire? Qu'est-ce qui fait quand les structures politiques sont usées, décomposées, vieillies? Eh bien, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une figure d'exception peut changer le cours des choses? On va aussi parler de la tentation iconoclaste aujourd'hui, la destruction des lieux de mémoire, la destruction des statues. On va aborder ces questions-là. Et j'aurai 2 éditoriaux comme il se doit, mais ça, j'en garde la surprise pour l'émission. Mais mon invité, Patrice Guénifé, est un esprit absolument supérieur, un des grands historiens français aujourd'hui. Et je suis très heureux de le rencontrer. Ben, des grands biographes. En plus, sa biographie est écrite de façon extraordinaire. Donc, écoute, c'est certain qu'on va regarder ça. Merci beaucoup. On te laisse dans ton taxi entre 2 entrevues. Au grand plaisir. Salut, bye. Bye, bye. Le meilleur de ce que nous sommes. Ouvert sur le monde. Tourné vers l'avenir.
Fans de notre club, défenseurs de notre langue. Des femmes et des hommes qui vivent dans le respect, qui savent aimer et accueillir. Des gens fiers qui se définissent par leurs valeurs. Le meilleur de ce que nous sommes, simplement parce que nous sommes conservateurs. Le Parti conservateur du Canada. Agir pour le Québec. Approuvé et payé par l'agent principal du Parti conservateur du Canada. Parce qu'en assurance, ce qui compte le plus, c'est d'être là quand ça compte pour vous. Promutuelle Assurance est heureux d'être là partout avec les auditeurs de cette émission. Fiers de protéger les biens des Québécois depuis près de 170 ans aux 4 coins du Québec. Promutuelle Assurance est là. Bon balado.